Tout est prêt ici pour la partie. Jacques a sorti tous ses gadgets. On va pouvoir commencer, monsieur Faré. Bien sûr. C'est à vous de donner, non? Ok. Dans un instant, avant quelques pages de publicité. Les petites marmites sont d'irrésistibles potages cuisinés par Liebig pendant des heures. Mais les 2 dernières minutes, chez vous, sont les plus longues. Les petites marmites de Liebig, on n'y résiste pas plus de 2 minutes. Brut de Fabergé. Hello, darling. Oh, hello, Brut. darling. It's so nice to have you back. Brut de Fabergé. L'ivresse d'un grand parfum. Nous avons demandé quel cornflakes ont le vrai goût nature. Kellogg's Cornflakes. Kellogg's Cornflakes. Quel cornflakes préférez-vous pour votre famille? Kellogg's Cornflakes. Kellogg's Cornflakes. Kellogg's Cornflakes. Donc Kellogg's Cornflakes croustille plus longtemps. Ma santé, c'est important. Chaque matin, je fais quelque chose pour mon corps. Mes cheveux, c'est pareil. Je veux les garder forts, résistants, sans pellicule. Alors chaque matin, lotion pétrolane, aux extraits naturels actifs. Appliquée en massage, elle active la microcirculation du cuir chevelu pour favoriser la croissance normale des cheveux et éliminer les pellicules. Pour garder des cheveux plus forts, plus longtemps, lotion pétrolane. Hors des siècles, hors du temps, l'esprit médite, l'âme chante. Chant grégorien, le chant du silence. À Loué, dans la Sarthe, notre volaille pousse en plein air comme autrefois. Car à Loué, on est éleveur par tradition. Bien nourri, chaque volaille, chaque poulet est signé comme un grand cru. Loué soit donc la tradition et loué soit la saveur du poulet de Loué. C'est le bon goût certifié. Lui, c'est mon homme. Son sweatshirt, je sais pourquoi il l'aime tant. C'est Lénore qui lui donne toute cette fraîcheur. C'est pour ça qu'il se sent si bien, à l'aise. Pourtant, il a vécu ce sweat. J'ai même failli le jeter. Oh, la tête qu'il a fait. Il y tient tellement. Inséparables, ces deux-là. On se sent si bien dans la fraîcheur Lénore. Marquis? Appelez-moi Rosan. Chocolat Marquis de Rosan. À Tokyo, la chute de l'indice Nikkei s'est poursuivie aujourd'hui. À Paris, net repli à la fermeture avec un recul de 2%. États-Unis, le déficit du commerce extérieur dépassera les 200 milliards de dollars. Côté météo, cela ne s'arrange pas non plus pour le week-end. Les températures seront très inférieures. Vous seul savez ce qui est vraiment important. Knowing, un grand parfum Estée Lauder. Voici la nouvelle Ortega X, 16 soupapes. Oui, bon, alors prenez une pastille Vicks, ça adoucit la gorge et ça rafraîchit le nez. Mais c'est vrai. Et ma gorge? Ça marche. Pastille Vicks, vitamine C, adoucit la gorge, rafraîchit le nez. Ceci est un médicament. Tiens, je sens qu'aujourd'hui, on va encore jouer à cache-tâche. Et encore un jean avec bonbons incorporés dans les poches. Les jeans au caramel, ça va comme ça. Mais je suis plus maligne qu'eux, j'ai trouvé Bonux Ultra.
Bonux Ultra, c'est une lessive très maligne qui va débusquer les taches cachées. La poudre sort de là et fonce sur les taches, genre tête chercheuse, et les pulvérise. Même le papier de bonbon est propre. Bonux Ultra, l'ultra performance à un prix Bonux. On va commencer par le billard. C'est normal, après ce qu'on vient de voir. Et nous allons avoir un plan serré sur la série qu'est en train de faire Georges Bourrez, qui est qui a été 15 fois champion de France, qui a été vice-champion d'Europe et qui est capable de faire combien de points de suite? Le record, Georges, c'est combien? Le record actuel est 4650. 4650 points, comme ça, là, par petits coups? Exactement, qui s'appelle l'américaine. En combien de temps? 4h15, 4h30. 4h15. L'autre, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Il est comme moi, Ben, on appelle ça le supplice de la chaise. Ouais. Enfin, c'est pas désagréable pour le joueur qui joue pendant ce temps-là. Ça, c'est ce qu'on appelle le billard français. Exactement. Bon, et là, vous jouez à la libre. Oui, c'est la libre, et la difficulté à la libre, c'est de connaître l'américaine qui permet de faire une série continue qui longe la petite bande ou la grande bande. Ouais. Et il y a des joueurs qui font 2 fois, 3 fois le tour. Et les parties, en principe, au billard sont limitées, soit en 500, soit en 400. Et quand on loupe un point, on n'est pas sûr de rejouer. Parce que... C'est-à-dire que le joueur de billard, quand il loupe un point parmi les joueurs d'élite, s'il loupe le point, ils ne sont pas sûrs de rejouer derrière. C'est-à-dire que l'adversaire peut très bien faire une série de 500 au premier coup. Oui. Mais là, avec vous, 4650, l'autre va au cinéma. Oui, bien sûr. Non. Le billard américain, vous avez déjà joué? Ça m'est arrivé quelques fois avec des amis, mais je n'ai jamais persévéré dans cette discipline. Parce que? Tout simplement, c'est que j'ai consacré toute ma carrière au billard français, et c'est difficile de changer de discipline du jour au lendemain. De toute façon, l'esprit est tout à fait différent, et la position du joueur de billard est tout à fait... comme le snooker, ce sont des joueurs qui visent plutôt comme une personne qui tire au fusil. Il n'y a pas de possibilité de triche là, ici, là? Non, justement, ce n'est pas le reflet du film L'arnaqueur. Parce que, pourquoi il n'y a pas de possibilité de triche? Tout simplement, c'est que si jamais je fais un pouce-tout, ou je loupe un point, ou la bille colle, l'arbitre est sur les billes pour observer si le joueur de billard ne fait pas une faute. Donc votre adversaire ne peut pas tricher non plus? Il n'y a pas de boules qui sont truquées, il n'y a pas de choses comme ça? C'est pas possible? Non, pas du tout. Les billes au mercure, il y a les boules au mercure, mais pas les billes. Ça, c'est la pétanque, ça. Exactement. On parlera tout à l'heure, oui. Mais alors, est-ce qu'on peut... On ne peut pas tricher. Donc c'est un jeu d'adresse, théoriquement, on ne peut pas tricher, c'est bien ça? Exactement. Bon, mais on peut prendre des paris. À ma connaissance, je n'ai pas connu cette époque, mais j'ai su qu'au début du siècle, les joueurs jouaient une partie de billard qui s'appelait à la rouge. Et il y avait des mises. Et jusqu'à l'époque de 1921, ça se jouait dans des établissements comme en dessous de l'Olympia. Et il y a eu un procès contre ça parce qu'ils se sont aperçus qu'en fonction des gains et il y avait des arrangements entre les joueurs de billard. Alors, après ce procès, les joueurs ont été condamnés. Mmh. C'est-à-dire qu'au départ, ça devait relever des jeux de hasard. Et malheureusement, il y avait des joueurs qui estimaient que son adversaire ne pouvait pas le battre. Alors à ce moment-là, le hasard n'existait plus. Il y avait des gens qui jouaient sur vous, exactement, par exemple, sur vous. Et puis vous vous arrangez pour perdre, ça peut arriver ça. Pas oui, vous, mais des joueurs tels que vous. À cette époque, ils pouvaient avoir une influence justement sur les performances. Mmh. Et aujourd'hui, ça ne se fait plus, ça? Non, exactement, ça a été supprimé. Monsieur Dreher, vous êtes président de la Fédération française de billard. Vous allez me dire que c'est d'abord un sport, c'est vrai, mais est-ce que vous pouvez me dire qu'il n'y a jamais de prise de paris, qu'il n'y a jamais d'échange d'argent sur des parties de billard? Oui, je peux l'assurer pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a jamais d'argent dans notre jeu. Posez la question à Georges Bourrez, 15 fois champion de France, 2 ou 3 podiums européens, combien cela lui a-t-il rapporté? Il va vous le dire. Il ne répond pas. Tout simplement, c'est que, contrairement à certains sports, comme le tennis et d'autres sports, la plupart des joueurs de haut niveau, quand on gagne un championnat de France ou un championnat d'Europe, il n'y a aucun revenu en espèces. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand on joue au billard, c'est plutôt pour la gloire que pour autre chose.
Bon. Mais par contre, on peut exploiter nos titres sur une autre forme, c'est-à-dire des démonstrations, et être appelé pour des tournages de films. Et d'ailleurs, très souvent, on est appelé pour des films comme en dernier. Pendant le film, là, Paul Newman dit à Tom Cruise, là, à son jeune poulain, il lui dit on peut se retrouver à la salle verte, si tu veux, c'est-à-dire en dehors de la compétition, c'est-à-dire dans un endroit où on peut jouer tête à tête et jouer de l'argent. Ça se fait pas du tout en France. Non, pas du tout, je n'ai pas connu ça. Et pourquoi ça se fait pas du tout? On peut jouer tout simplement... au golf, on joue par exemple, les gens jouent tant le point, etc. On pourrait imaginer qu'au billard ça se fasse de la même manière. Oui, mais je crois qu'il y a une influence, c'est-à-dire que le billard américain et le billard le snooker, le billard américain, de voir toutes ces billes de couleur avec ces numéros, doivent donner une incitation et une tentation d'intéresser la partie. Tandis que nous, on a une discipline qui est beaucoup plus sobre, c'est-à-dire c'est 2 blanches normalement et une rouge sur un tapis vert, et ça ne rentre pas dans l'état d'esprit du billard français, pas du tout. Monsieur Farret, vous ne jouez pas au billard? Non. Mais à ça, vous connaissez ce genre de boule un peu là? Je connais. Vous voyez de quoi je veux parler? Oui, la pétanque. Oui, vous jouez à ça, vous jouez à tout d'ailleurs. Je joue un peu à tout, oui. Je connais un peu la pétanque, je suis pas très fort, mais je connais. Mais enfin, je voudrais faire une distinction entre la triche et l'arnaque. Il y a très peu de triche parce que en pétanque, à part les boules farcies, il y a très peu de triche. Ça existe ça, les boules farcies? Oui, mais il y a toujours l'antidote, c'est-à-dire qu'on dispose dans les tournois d'une balance et puis qui décèle très bien la boule farcie de mercure. Bon, et puis donc personne n'utilise. Mais par contre, et même pour utiliser les boules farcies, il faut déjà un bon joueur. C'est-à-dire que si on me donne à moi des boules farcies, que je joue contre un très bon joueur sans boules farcies, je vais perdre, il va gagner. Bon. Et puis il y a l'arnaque. Bon là, ça peut être un peu plus fréquent. C'est quoi l'arnaque à la pétanque? L'arnaque, c'est quand on joue de l'argent, on peut toujours essayer de monter des parties, de fabriquer des parties. L'inspecteur Rollin vous écoute. D'ailleurs, je vous dirais que très souvent... Il y a des parties à Paris, par exemple. Oui, il y a des parties. Il y en a au Boulogne. Au Chalet d'Auteuil, très connu. Au Chalet d'Auteuil. Mais en fait, je vous dirais que pour monter une partie au Chalet d'Auteuil, il faut des fois attendre 2 heures de palabres, de discussions, parce que personne ne veut céder un seul iota d'avantage à l'adversaire. Et qu'au bout de 2 heures, des fois, la partie se monte, mais qu'elle n'est pas facile. Et puis l'arnaque, c'est de plus en plus difficile, parce qu'il faut trouver le pigeon, et puis il faut être 3 contre 1 joueur. Bon. Et même le joueur qui est plus faible, il va jouer avec quelqu'un qu'il connaît. Donc la partie arnaque, c'est la partie anonyme, où 3 joueurs vont jouer contre un joueur. En réalité, à mon avis, c'est un peu du folklore, il y a de moins en moins. Ça Parce que les gens sont de plus en plus méfiants? Oui, les gens sont plus méfiants, et puis vous allez l'arnaquer une fois, mais pas 2 fois, quoi. De toute façon, qui va gagner sa vie en arnaquant du début de l'année à la fin? C'est impossible. Mais il y a des gens qu'on voit tous les jours au Chalet d'Auteuil. Oui, mais c'est pas de l'arnaque, c'est des types qui sont très forts, et qui jouent beaucoup d'argent. Qui jouent de l'argent, qui essayent d'avoir des parties à leur avantage, qui n'ont pas toujours. Et c'est ils mènent la vie dure, c'est une vie de mineur. Vous qui savez tout, oui. On joue combien à peu près au Chalet d'Auteuil? On peut jouer jusqu'à combien? Moi, il y a un inspecteur de police. Oui, mais il n'entend pas, il n'entend pas. Oh, ça se joue à 500 francs, à 1000 francs, à 2000 francs, mais ça peut monter gros. Du point? Oui, non, de la partie. De la partie. Dans le sens non, il y a des parties beaucoup plus importantes. Oui, il y a des parties plus importantes, mais elles sont exceptionnelles. Monsieur Delannoy. Moi, j'ai rien dit. Hein. Non, mais je vous ai entendu rire dans mon dos. Oui, parce qu'effectivement, il y a des parties plus importantes. C'est-à-dire, de combien? Non, je ne peux pas le dire, mais enfin, monsieur. Mais comment vous ne pouvez pas le dire? Mais vous êtes là pour le dire. Mais vous savez très bien qu'il y a des parties plus importantes que ça. Combien? Mais il y a un inspecteur de police à côté de moi. On ne dénonce personne, on parle d'argent. Bah, parlons d'argent, parlons plutôt de jeu alors. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas vraiment d'arnaque en l'occurrence. Pas du tout, de triche, il s'agit de jeu, donc on ne peut pas parler. Le jeu d'argent est interdit, donc on ne va pas en parler quand même. Quoi? Le jeu d'argent est interdit, donc on ne va pas dire quand même que des gens jouent de l'argent sur des boules de pétanque. Mais c'est vrai qu'ils jouent plus de 1000 francs. Mais ça ne concerne pas l'inspecteur, ça ne vous intéresse pas les parties de pétanque dans le bois de Boulogne? Une chose qu'il faut préciser, c'est que les jeux d'argent ne sont pas interdits sur les jeux d'adresse. Sur les jeux d'adresse? C'est les jeux de hasard. Au billard, il pourrait. Voilà, tout à fait. On pourrait très bien jouer de l'argent au billard. Les joueurs peuvent jouer entre eux, puisque c'est un jeu qui est basé sur l'adresse. Ce qui est interdit, c'est le jeu de hasard avec enjeu. Voilà. Mais expliquez l'enjeu quand même, parce que je crois que les gens ne comprennent pas. L'enjeu, c'est une mise d'argent.
Mais sur le hasard, c'est-à-dire qu'on peut parfaitement Bâti jouer sur le au hasard. billard. Si je dis On qu'un peut jouer. point égale Qu'est-ce qui un est franc, j'ai le interdit? droit. Là, j'ai les articles Tout à 405 fait. et 410 du Code Tout à fait. pénal. J'espère que je n'aurai pas à m'en servir. C'est vous qui me les avez fait passer. Qu'est-ce qu'ils interdisent? Qu'est-ce qu'ils autorisent? Ce qui est interdit, c'est les jeux de hasard sur la voie publique. Tous les jeux de hasard sur la voie publique avec argent sont interdits. Par exemple. Voilà. Quel type de jeu sur la voie publique? Le bonneto, par exemple. Le bonneto, on en parlera tout à l'heure, oui. Un jeu d'adresse. Alors, Mais oui, mais c'est Pour ça, vous, il faut expliquer quand même aux téléspectateurs. Attendez, on va en parler tout à l'heure. Énumérez-nous les... Un franc égale un point. Par exemple, si on joue au billard là, et que je dis s'il rentre une boule, vous avez gagné ou j'ai perdu un franc. Ça, c'est autorisé? c'est tout à fait autorisé. Vous pouvez même jouer 10 000 francs, c'est tout à fait autorisé. Qu'est-ce qui est À condition que les spectateurs ne parient pas sur les chances des joueurs, parce qu'ils ne sont pas en mesure d'apprécier la qualité des joueurs. Donc, c'est pour éviter les arnaques. Et les joueurs entre Donc on ne peut pas prendre de paris sur eux, voilà, c'est mais ils tout à peuvent fait jouer l'un interdit. contre Mais l'autre de l'argent. Tout à fait. Parce que c'est un jeu Parce qu'eux d'adresse. sont en mesure de connaître leur force réciproque. D'accord. Est-ce qu'on peut jouer au poker, par exemple, chez soi? Chez soi, oui, si c'est convivial. Maintenant, si c'est ouvert au public, c'est un tripot. Donc, rien ne nous interdit de jouer avec des amis au poker chez vous, des fortes sommes d'argent. Comme au bridge? Dans la mesure où ce sont des gens que vous connaissez. Il ne s'agit pas que ce soit ouvert aux voisins, aux gens de l'immeuble ou au public. Il ne faut pas en faire un commerce. Voilà. Vous, par exemple, les parties de poker auxquelles vous participiez, M. Farey, ou vous participez peut-être toujours, je ne sais pas, ça se passait dans des lieux conviviaux, dans des lieux privés. Voilà, vous avez les deux façons de jouer au poker. Soit les parties privées, à domicile, il y a un invitant, et puis il y a un groupe de joueurs qui se connaissent et qui jouent à longueur d'année entre eux, plus ou moins, chez l'un ou chez l'autre. Et puis il y a la partie de cercle, de club, autorisée d'ailleurs par la police des jeux. En France, il y a des clubs où on joue au poker, sous la responsabilité du club. Les cercles de jeux de hasard. Les cercles de jeux Où de les hasard. cartes, Alors là, ils sont où les contrôlés cartes sont par- examinées, où tout est examiné par vous. Tout le matériel est examiné. Il n'y a pas par de- le il n'y a pas fonctionnaire. d'appareillage comme celui que Majak a devant lui. Non, mais Comment le savez-vous? je ne sais pas là, parce que... Mais déjà que vous connaissiez un peu tous ces appareils, parce qu'il y en a que peut-être la police des jeux ne connaît pas encore. Hein, Il y a un musée, la Oui, police. oui, enfin, c'est un bien grand Un mot, petit mais musée, enfin, un on petit a un musée. petit Vous avez musée vu, avec lui, des là. appareils comme ça qui ont Mais été vous faits n'avez au pas cours des- grand-chose en fait. Non, pas grand-chose. Mais j'ai décidé de vous en donner quelques-uns quand même pour Bah, c'est agrémenter le très musée de la aimable à police. Il n'y a pas de raison. Mais vous voulez que je vous montre? Mais on aimerait bien, parce qu'il y a Bon, des choses alors, qui écoutez. brillent, il y a tout ce qui brille. Bon alors, il y a déjà, il faut vous dire qu'il y a un établissement extraordinaire qui n'existe plus sous Ça, ce j'ai nom. mis ces lunettes tout à l'heure, parce que... Oui. Bon, mais on en parlera. D'accord, on en parlera. Et alors, donc, le Blue Book à Las Vegas était un magasin, maintenant il a changé de nom, il est ailleurs, donc je peux en parler, qui vendait ce genre d'appareils. Je les ai achetés tous là-bas. C'est des appareils qui permettaient dans les manches de faire sortir des cartes. C'est tout à fait désuet, dépassé. Et il y en a même un qui avait trouvé un système On les très voit peut-être simple. pas bien, là. On va les- Oui, mais soulever, c'est là. pas très intéressant. Vous voyez, c'est des systèmes qu'on met dans la manche. Et il y a un système, un contrôle électromécanique et vous avez des petits chargeurs qui vous amènent dans la main les cartes que vous désirez changer pour les jokers au rami, au jean. Bon, mais c'est pas très intéressant. Il y a aussi, il faut vous dire, les objets que vous placez sur une table qui permettent de repérer les cartes qui passent, par exemple des objets brillants. Alors ça, il n'y a pas besoin de trucage. Un simple, par exemple, fume-cigarette, vous voyez, le reflet, c'est comme un petit miroir. Et vous avez aussi même des cigarettes, parce que tout objet brillant peut être utilisé, mais souvent un joueur, en distribuant les cartes, va avoir une cigarette d'une façon anodine sous la carte. Eh bien, regardez le filtre qui est dessous, vous voyez. Il y a simplement, je ne sais pas si on arrive à bien le voir, voilà. Vous voyez, ça permet... Là, je vous le montre pour que vous voyez bien que c'est un miroir et donc on peut repérer la carte. Alors, bien entendu, tout cela a été détrôné par l'électronique. L'électronique, c'est fabuleux. Voilà, par exemple, le NEC Plus Ultra, ces cartes ont des points magnétiques à l'intérieur, comme les tickets de métro. Et ici, vous avez un détecteur électromagnétique que vous placez sur votre jambe, sous le pantalon, et des impulsions vous sont données sur l'autre jambe ou sur le ventre, un endroit très sensible vous voudrez, et vous permet de savoir quelles sont les cartes qui passent. Ça, c'est de l'électronique. Vous avez des contrôles pour le... Attendez, on a été un peu vite là. Oui. On sait quelle... Par exemple, la dame de carreau, ça fait quelle impression ça, Eh bien, la dame de carreau, bon, je ne sais pas le codage de celui-là, mais c'est un codage que vous pouvez régler vous-même. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, un nombre de points, de petits points, ça vous fait un petit choc, voilà. Ça, c'est la dame de carreau, par exemple. Oui, si vous voulez, il y a un temps entre les deux. C'est pour ça que ce système n'est pas très employé, parce que c'est un peu lent. Non, et puis, il faut une mémoire d'éléphant. Oui, mais ça ne sert qu'une fois dans la soirée. C'est sur une carte très importante au poker. Et alors, pour le bridge, par exemple, alors ça, c'est merveilleux. Ce sont des émetteurs-récepteurs. Un émetteur, vous pouvez
pouvez appuyer pour déclencher ce que vous voulez, et le récepteur, il le place sous la montre par exemple, vous avez une petite impression électrique qui vous est donnée sur la peau par ceci. Alors ça, c'est très pratique. Pour que le joueur invertisse son partenaire. Mais c'est diabolique parce qu'il existe même, je n'en ai pas là, des récepteurs intracrâniens mis par chirurgie, vous voyez, qui vous permettent d'entendre en clair le complice qui vous dit attention, méfie-toi parce que ton adversaire a un full. Bon, et alors tout cela aboutit à des systèmes ultra perfectionnés. Regardez ce que c'est qu'un sabot. Un sabot pour distribuer les cartes. Alors, regardez la tête de Monsieur Fin. On pense, il n'en croit pas ses yeux. Il en est effaré. Lui qui a vu des milliers de parties de poker. Non. Mais ça, c'est très important parce que dans une partie privée, par exemple, on va jouer au blackjack. On pense qu'on évite toute tricherie avec un sabot. Vous savez que ça permet donc de ne plus donner les cartes en tenant le jeu dans la main, mais avec ceci. Je montrais tout à l'heure à notre ami Faré l'ingéniosité de ceux qui ont inventé un sabot semblable à ceux qui sont en vente libre dans tous les magasins, transparent, on ne peut plus avoir ce qu'on appelait un saucisson, c'est-à-dire un ensemble de cartes qu'on rajoutait par un système, un poussoir truqué. Mais là, regardez ce qui se passe. Si la première carte, je la mets un tout petit peu en arrière comme cela, vous voyez apparaître son index ici sur le prisme. Vous voyez? On le voit très bien. Donc vous pouvez garder cette carte ou la donner. Là, voilà, par exemple, voilà la suivante. On voit très nettement, vous voyez, apparaître. Donc vous voyez si elle vous intéresse ou pas. Voilà, là c'est le 2 de trèfle. Eh bien, si je ne la veux pas, je donne la carte suivante. C'est-à-dire que mon pouce remonte un peu la carte, je descends, là je vous le fais au ralenti pour que je donne une autre carte, et je garde la carte que j'avais vue pour moi, ensuite. Alors ça c'est très pratique, mais il faut vous dire une chose, c'est que les jeux truqués sont en vente libre, ça c'est phénoménal. Il faut que vous sachiez qu'aux États-Unis, vous pouvez trouver des cartes à jouer qui ont le même tarot, c'est-à-dire le dos, que les cartes avec lesquelles vous jouez chez vos amis, mais qui vont être truquées. C'est-à-dire qu'il y a des marques, vous voyez, la rosace ici est truquée. Et selon un certain codage, par exemple ici aussi, il y a des pétales de cette rosace qui sont tout à fait différents. Il y en a qui sont évidés. Alors, pour vous en rendre compte, là, je vous donne un truc qui est phénoménal, c'est-à-dire que pour arriver à détecter si un jeu est truqué ou non, c'est-à-dire s'il est marqué, vous faites ceci, vous effeuillez. Regardez bien le dessin. En haut à gauche. En haut à gauche. Vous voyez... C'est-à-dire qu'attendez, je recommence pour que vous voyez bien. Les signes qui sautent, vous voyez en haut à gauche, ça vous permet de repérer que le jeu est marqué. Alors évidemment, si on le marque d'une façon qui n'est pas repérable à l'œil nu, voici le nec plus ultra. Ce sont les cartes qui sont marquées, mais avec une encre qui n'est repérable qu'avec un filtre. Alors avec des lunettes... Mais moi je l'ai. Oui, mais attendez, avec des lunettes, par exemple là, vous ne voyez rien du tout. Alors on va faire l'expérience en direct de placer un filtre devant la caméra pour voir si vous arrivez à détecter le signe. Allez-y. Alors, regardez bien, on voit apparaître le 8 et D. 8 diamond, c'est-à-dire le 8 de carreau. On va vérifier. Voilà, c'est cela. Alors, là, vous l'avez très bien vu, mais maintenant, on a encore mieux. C'est ceci. Alors là, c'est merveilleux parce que c'est un jeu de cartes qui est marqué sans que ça puisse se voir là non plus, regardez. Donc, je vous montre, il n'y a rien de visible, c'est-à-dire que ce jeu n'est absolument pas, il n'y a pas de déformation du dessin, et pourtant je peux le voir grâce à un système optique qui est incorporé à mon œil, une lentille de contact à filtre transparent. Et pour que vous puissiez bien vous en rendre compte, je vous montrerai après cela. Voulez-vous s'il vous plaît, monsieur Faré, couper le jeu où vous voulez, très bien. Est-ce que par exemple, oui, rétablissez, et regardez, est-ce que quelque chose vous apparaît qui permette de repérer la carte là? Non. Non, rien du tout? Peut-être ici, non. Eh bien, je pense que c'est le 6 de trèfle. Regardez. Exact. Bon, voulez-vous encore continuer, s'il vous plaît? Et là, allez-y. Alors, vous, quand vous voulez, vous arrêtez. Montrez-la moi à moi. Ah, non, mais il s'arrête quand il veut. Il s'arrête quand il veut. Laquelle? Celle-ci. Bon, eh ben, pour vous, vous arrivez à détecter, non? Non. C'est du carreau et c'est le 4. Voilà. Et ça, je vais vous montrer avec quoi c'est fait. Regardez bien. Je vais retirer devant vous en direct la lentille de contact. Quelle horreur! Voilà. C'est très petit. C'est un filtre. Je vais le placer sur la carte pour que vous puissiez la voir. Regardez, il y a un léger filtre bleu. Ouais. Cette lentille de contact a un filtre qui permet de repérer des signes que l'on fait au dernier moment. Sur n'importe quel jeu. C'est ça, le côté formidable de ce gadget. C'est-à-dire qu'au dernier moment, je peux faire quelques signes en quelques coups et repérer les cartes importantes. Avouez que ça peut présenter un avantage, surtout si les autres ne se méfient pas et que c'est une partie, justement, dans un lieu. Hein.
Vous vous méfiez toujours. Oui. Écoutez, monsieur Farrell, prenons ce jeu. Vous avez fait combien de parties de poker dans votre vie? Grosso modo. Beaucoup. Bon, là, moi je ne suis pas un spécialiste, mais ce jeu-là, apparemment, n'est pas discernable, il n'y a pas de trucage. Non. Est-ce que vous avez... Il y en a un. Mais non, mais il y en a un que Majac vient de nous expliquer. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez pu être pris en défaut une fois? Absolument. Pourquoi? Moi, autant, vous pensez que vous détectez toujours les tricheurs? Autant j'admire le talent de l'artiste, Majac. Combien ça vaut ces lentilles, Gérard? Ça n'a pas de prix. Oui, autant je peux comme dire... c'est très rare. Moi, j'en vends pas, je dis tout de suite. Mais je connais personne qui en vend. Moi, on m'en a fait cadeau, mais je sais que des gens ont payé jusqu'à 200 000 francs pour avoir ce genre de lentilles. Autant je peux dire que la manipulation au poker ne sert à rien. Pourquoi? On verra tout à l'heure. Parce qu'il y a énormément de garde-fous. Et puis le poker, c'est un jeu spécial. Non, mais... Et puis très souvent, il n'est même pas intéressant de connaître les cartes. Parce que d'abord, regardez, je donne les cartes là. Quand on joue au poker américain, au poker ouvert, je ne parle pas du poker français, qu'on appelle le draw poker. On ne connaît pas les cartes. Je donne par exemple 4 joueurs, 2 cartes. Je vais vous donner 3 cartes encore. Le jeu de poker est un jeu de relance. C'est-à-dire qu'on commence à relancer. Bon, vous aurez 5 cartes pour finir. Quand vous avez 2 cartes, vous ne connaissez pas votre jeu, il est là-dedans. Comment vous pouvez déceler le jeu qui est à l'intérieur? De plus, on brûle très souvent la première carte. Donc on ne peut pas voir la première carte. Donc quel intérêt? Je dois dire que la façon dont joue M. Farrell, ça évite bien des surprises. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup de parties. C'est vrai qu'il y a des méthodes de triche. Comme l'empalmage. On en parlera tout à l'heure. Le petit pont. Oh, le petit pont. C'est quoi le petit pont? Le petit pont, c'est par exemple quand vous jouez au poker américain. Bon, le donneur connaît par exemple les 3 cartes dessus. Et puis il mélange d'une certaine façon, les 3 cartes dessus sont toujours là. Bon. Il commence, alors on coupe. Et c'est là où le petit pont intervient. Il coupe, mais il garde ici un tout petit espace. Alors on va donner les cartes. Et puis à un moment, on va mettre des cartes au milieu, dont on va se servir après. Il faut donc marier vos cartes avec celle-ci. Alors celle-ci, je sais à l'avance qu'il y a déjà le roi de pique, le 5 de pique et le 7 de pique, à cause du petit pont. Si j'ai besoin, si je n'en ai pas besoin, je ne jouerai pas le coup. Si j'en ai besoin, je jouerai le coup. Voilà. Mais ça... Dis donc, vous n'êtes pas maladroit. Non, mais si je suis pas maladroit, non, mais franchement... Je vais vous dire pourquoi je suis très maladroit. Non, mais parce que, franchement, personne... Vous avez joué avec des gens célèbres, là. J'ai joué avec des gens célèbres. J'espère qu'ils ne regardent pas la télévision ce soir. Ils peuvent regarder parce que j'ai beaucoup de défauts, je suis réputé pour avoir beaucoup de défauts, mais le seul défaut que j'ai pas, c'est que je ne suis pas tricheur. J'ai beaucoup non, mais là, c'était pas maladroit, le coup. C'est pas maladroit, mais ça, ce petit pont, par exemple, c'est un classique du genre, tout le monde le connaît. Et ça n'échappe pas à l'œil averti de bons joueurs à table. En plus de ça, il faut que le donneur donne les cartes. Bon. Or, maintenant, il y a un pare-fou à ça, c'est-à-dire qu'en général, c'est le joueur à droite qui bat les cartes, il les passe au joueur de gauche, vous coupez. Comme vers vous. Et ben, le donneur, il n'a jamais rien pu faire. Il n'a jamais pu ni truquer les cartes, ni les battre, ni les couper. Vous voyez? Bon. Et en plus de ça, au stud poker, on voit très bien quelqu'un qui ferait un petit pont, par exemple, et puis qui gagnerait toujours à sa main. Alors, il n'y a pas de tricheur. Avec qui vous avez joué au poker? Avec plein de gens. Avec plein de gens, évidemment. Mais enfin, je ne peux pas citer les noms parce que... vous les avez cités dans le journal aujourd'hui. Je ne l'ai pas cité, c'est le journaliste qui connaissait ces noms, parce que tout le monde les connaissait, mais je ne vais pas donner d'autres noms. Bon, il connaissait les noms qu'il a cités parce que c'est des notoriétés publiques. Alors justement, parlons-en. Bon, c'est des notoriétés publiques, par exemple le baron Rampin ou Jules Bontemps. Il m'a demandé des tas de noms, j'ai dit non. Mais dans quelle profession? J'ai dit dans toutes les professions, dans le cinéma ou ailleurs, mais je ne donnerai pas de nom parce que les gens veulent garder un certain anonymat, quoi. Et on jouait gros.
On jouait gros. Gros, ça veut dire quoi, là? On va avoir des chiffres plus précis qu'à la pétanque? Non, vous ne pourrez pas avoir de chiffres parce que... C'est marrant, en France, on ne veut pas parler d'argent. Non, je vais vous dire quelque chose. Non. Ni les salaires, ni les gains au jeu, rien. Parce que ça peut frapper l'imagination populaire. Mais c'est pour ça que je vous le demande. Oui. Or, le joueur, il n'a pas du tout cette optique-là. L'argent du jeu, c'est quelque chose, et l'argent quotidien, c'est autre chose. Moi-même, si je dois envoyer un chèque au percepteur, je vais mettre un timbre vert à 2 francs 10 et je vais gagner 20 centimes. Bon. Et sur une grosse relance, je vais payer une très grosse relance, parce que c'est pas le même argent. Il n'y a pas du tout de commune mesure entre l'argent qu'on joue, qui est des jetons en définitive, et puis l'argent de tous les jours. Donc les sommes ne peuvent pas être transvasées dans la vie de tous les jours. Ça n'a rien à voir. Vous avez un capital, vous avez une voiture qui vaut par exemple 50 000 francs. Bon, mais vous la mettez en jeu, vous mettez en jeu votre capital. Et puis à la fin de la partie, vous aurez ou 3 voitures, ou vous aurez perdu votre voiture, et bien vous n'aurez qu'à prendre l'autobus, et pas d'argent. Vous êtes chirurgien dentiste. J'étais. Vous êtes à la retraite maintenant. Vous avez fini votre carrière de joueur, enfin peut-être pas fini, mais je veux dire, au total, vous avez gagné ou perdu? Vous voulez que je vous l'avoue? Je suis un gagnant plutôt. Ah oui? Oui, j'en reconnais. Beaucoup. Non. Je suis un gagnant avec des périodes de forme et de méforme, mais je suis un gagnant, c'est vrai. J'avais un don, peut-être, inné pour jouer. Vous dites, je ne me suis jamais recavé, c'est-à-dire que vous n'avez jamais, quand vous perdiez... Non, c'est-à-dire que les journalistes a mal compris, peut-être. En réalité... Mais ils comprennent toujours mal. C'est pour ça qu'il vaut mieux que vous parliez. Vous jouez, par exemple, une partie de poker où vous prenez 1000 francs devant vous. Bon. Le bon joueur, le joueur un peu plus serré, va perdre ses 1000 francs. Il va reprendre 1000 francs. Il va perdre, il va reprendre 1000 francs, ça fait 3000 francs. C'est-à-dire se recaver. Se recaver, bon. Tout d'un coup, il a une période, par exemple, de chance, et puis il arrive à monter, par exemple, 50 000 francs. Bon. Si sur un coup, il perd ces 50 000 francs, qu'est-ce qu'il aura perdu? 50 000 francs? Non. Il aura perdu que l'argent qu'il a sorti de la poche, c'est-à-dire 2 000 ou 3 000 francs. Alors que d'autres joueurs prennent beaucoup plus de risques. Ils perdent 1000 francs, ils prennent 5 000, après ils prennent 10 000, après ils prennent 100 000 francs devant eux. S'ils perdent un coup de 100 000 francs, là ils ont vraiment perdu 100 000 francs qu'ils ont sortis de leur poche. Donc vous voyez, il y a une certaine prudence quand même dans le jeu qui fait qu'il ne faut pas trop investir, sauf l'argent qu'on a gagné. Et ça, il faut lire Rudyard Kipling, il faut remettre en jeu tout l'argent gagné, je suis d'accord, mais être assez prudent pour l'argent qu'on sort de sa poche. Vous qui avez étudié le comportement des joueurs, vous êtes d'accord avec cette analyse? Moi, je suis d'accord avec le distinguo, en fait, entre les joueurs d'une part et les tricheurs de l'autre. Au départ, quand même, le jeu, c'est pas le même argent, c'est pas le même temps, c'est pas le même espace. Et effectivement, le tricheur réintroduit une logique de je vais gagner de l'argent, j'ai des ustensiles comme Majax à ma disposition pour arriver à mon résultat. Alors qu'au départ, un joueur ne sait pas quel sera son résultat. Le tricheur, ce qu'il veut, c'est effectivement, au bout du compte, gagner. Alors, il y a des époques où ça se passe mieux qu'à d'autres. J'en parlais. Le tricheur, c'est un héros. Oui, il y a le tricheur héros, il y a le tricheur qui joue tellement bien. Il y a Majax qui, par exemple, joue tellement bien avec ses petites machines qu'au XIXe siècle, même sans machine, même sans machine. Partie de poker avec ah non, moi, ça fait oui, voilà, tous les deux. C'est prévu, hein. Parce que vous savez, quand il a monté le petit pont, j'ai très bien compris le rapport avec la dentisterie, hein. Le pont, ça se dit, c'est bridge en anglais. Vous avez compris d'où ça vient? Ça le hantait déjà quand il était dentiste, vous qui étudiez ça, non? Mais est-ce que vous allez gagner avec vos appareils, par exemple? Est-ce que vous vous sentez capable de gagner? C'est pas le joueur de poker. C'est pas sans les appareils. Quelle est la différence donc entre un joueur et quelqu'un qui a tous ses petits objets? On est bien d'accord, ça n'a rien à voir. J'ai proposé, moi, chez Eddie Barclay, une fois, on s'est rencontrés là-bas, et puis j'ai dit, c'est vraiment un manipulateur hors classe, ce Majax. Et puis on a sympathisé, on a parlé dans le jardin, et j'ai écouté, Gérard, pourquoi vous feriez pas les bateaux, on descendrait le Mississippi, avec moi dans mon équipe? Et puis je vous paierai à l'année, tellement vous êtes manipulateur. Il m'a dit, mais mon cher Gérard, parce que je m'appelle également Gérard, il m'a dit, je ne veux pas me faire couper une main. Ça voulait dire que ce qu'il pouvait faire derrière une estrade devant tout le monde, une partie de poker, c'est un autre milieu. Ah, moi, je ne pas répondre. Alors, pour vous, c'est quoi un tricheur? Je m'en souviens pas. Oui, parce que... Oui. Je lui dis, ça revient au même, d'ailleurs, que c'est une vie pour laquelle il faut prendre des précautions. Exactement. Jacques, vous avez triché une fois au moins. Volontairement. Non, mais volontairement. À la table du comte de Beaumont. C'est vrai, absolument. Avec un avocat célèbre. Avec un avocat célèbre. Qui est maintenant disparu.
Maître Fleuriot. On peut le dire, oui, Jean de Beaumont en est très fier, c'est un type formidable et il avait voulu faire une blague à Maître Fleuriot et je n'étais pas du tout connu à l'époque et il m'a fait venir, j'ai joué au fils à papa, ce qui n'était pas du tout ma situation sociale et j'ai sorti des liasses de billets, on a fait une petite partie où là à l'époque, bon, et j'ai gagné, Maître Fleuriot a perdu tout et quand on lui a révélé que j'avais triché, il est parti très en colère, ce qui a beaucoup amusé Jean de Beaumont. Et il y avait un autre joueur de poker qui était à la table ce soir-là, c'était Philippe Bouvard, qui lui s'est amusé de tout ça, il l'a mis dans le journal 2 jours après. Je vais aller voir M. Baudot parce qu'il nous a amené des machines extraordinaires. Vous allez voir. Il a amené des machines qui sont quelque part un peu truquées, non? Ça arrive, ça. Pas toujours, mais ça arrive. Pas toujours. Il y a de toute façon un côté simple dans les machines, c'est-à-dire qu'on introduit une pièce de monnaie. Alors je les mets de ce côté-ci, ça veut dire que je vais pouvoir jouer avec une bille. J'envoie la bille. Il faut qu'elle tombe dans des logements qui sont ici. Alors, il y a des logements qui sont gagnants ou perdants. Bon. Alors, normalement, a priori, il y a donc là... Ah, la machine n'a pas bien joué. J'ai donc gagné. Bon. J'ai gagné un jeton de consommation et je peux rejouer. Là, c'est le jeu classique. Ça se jouait, c'est une machine qui date de 1902, donc qui est vieille. Hein. Et à l'époque, les fabricants de machines, Pierre Bussos, qui était même le président du syndicat de ces machines, eh bien, il faisait des choses qui n'étaient pas tout à fait normales. C'est-à-dire que vous avez des trous de la galerie. Alors, il faut savoir que les trous pour la solution perdante sont un petit peu plus larges que les autres. Alors, évidemment, la bille tombe plus souvent dans le trou perdant. D'un autre côté, il faut dire que les exploitants se défendaient contre d'autres arnaqueurs qui étaient les joueurs. Parce que les joueurs mettaient n'importe quoi dans les machines. C'était des petits monnayeurs très simples, donc ils mettaient des rondelles en fer, alors ils avaient mis un aimant, puis il y avait après des pièces de n'importe quoi. Et à tel point que ce fabricant a mis qu'il y avait un jugement de la 9e chambre correctionnelle du 26 décembre 1908, et monsieur X avait été condamné à 1 mois de prison pour avoir mis des rondelles, de manière à faire peur aux joueurs. L'arnaqueur se défendait de se faire arnaquer. Voilà, alors il y avait une espèce d'arnaque dans les deux sens. L'arnaque est un grand mot. Il y avait une petite tricherie dans les deux sens pour arriver à un équilibre entre les deux. Voilà. Et celle d'à côté, alors? Alors celle d'à côté est une machine qui est assez intéressante. Bon, le principe est simple. On met une pièce de monnaie, 10 centimes, on lance la roulette, et de toute façon, on gagne un air de boîte à musique. Ce qui est déjà bien. Là, il y a plusieurs solutions. Vous avez un disque avec 24 solutions, 12 gagnantes, 12 perdantes. Chaque fois qu'il y a un vert, on gagne le double de la mise en jetons de consommation. Ça, c'est Clémenceau qui avait décrété ça, pour éviter le jeu d'argent. Et quand on gagne, tombe sur le roi de cœur, on gagne 30 centimes. Donc, c'est la machine idéale pour le joueur. On a une chance sur 2 de gagner, et dans le cas exceptionnel, on a même une chance de plus de gagner 30 centimes. Alors, où est le truc, alors? Donc, c'était pas vivable pour l'exploitant. Oui, il était obligé, évidemment, qu'il y ait un truc. Alors, Abelno, qui a fabriqué cette machine en 1899, lui, eh bien, il vendait avec la machine. Lui, il ne trichait pas, mais il vendait de quoi tricher. C'est-à-dire que dans cette machine, j'ai fait un petit dessin. Il y a donc une roue dentelée à l'intérieur avec des crans profonds. Dans ces crans profonds, on gagne le jeton de consommation. Dans les crans qui sont très légers, eh bien, on perd. Or, il y avait première solution, on pouvait simplement limer un petit peu ces crans qui étaient très, très peu évasés, donc augmenter ses chances pour l'exploitant de gagner davantage d'argent. Puis alors, il y avait carrément la grosse tricherie, c'était de mettre un bouche-trou, c'est-à-dire qu'on mettait un morceau de métal qu'on appelle dans le langage du métier, autrefois qu'on appelait, bien entendu, ça ne se fait plus maintenant, des cavaliers. Alors ça, on les trouvait où, ces machines? Ces machines se trouvaient dans les cafés, dans les fêtes foraines, et également dans ce qu'on appelait les arcades d'amusement, comme il y a maintenant les flippers et les jeux, qui s'appelaient aussi les Poor Man Club ou les Penny Club, qui étaient des gens vraiment pour les pauvres. Et la police, monsieur Rollin, que fait la police dans ces cas-là? Elle surveille ce type de machine à sous? Toutes les machines à sous sont interdites. Ah bon, ça c'est simple. Alors, bon, simple. Sauf dans les casinos. Sauf dans les casinos, bien sûr. Et là, vous les surveillez, celles-là? De près, oui. Et celles-là sont irréprochables? Question. Puisqu'on est là, en principe, elles sont irréprochables. Ah, il y a le en principe. Jusqu'à ce qu'on découvre une arnaque. Oui. Mais normalement, non. Normalement, non, puisqu'on est là pour y veiller et puis pour prendre toutes les précautions pour pas que ça arrive. Mais enfin, en ce qui concerne tous les appareils avec enjeu, toujours pareil, et hasard sont interdits.
Donc ça, par exemple, enfin c'est vieux, ça date du début du siècle, mais maintenant on ne pourrait plus avoir ça dans un café. Depuis la loi de juillet 83, il n'y a plus aucun appareil de jeu de hasard avec enjeu qui est autorisé, sauf dans les fêtes foraines, uniquement dans les fêtes foraines. Alors on va revenir, alors la machine qui est à côté, donc elle date de quelle époque, monsieur Ça, c'est une machine qui date de 1934, qui est donc ce qu'on appelle classique, la machine à 3 rouleaux avec les cerises et citrons, qu'on appelle la baraque, le bandit manchot. Alors on met une pièce de monnaie. Le bandit manchot, c'est comme ça qu'on appelle les machines qu'on trouve dans les casinos. Donc, et alors là, il y a suffisamment de possibilités, il y a 8000 combinaisons, ce qui est quand même énorme. Sur 8000 combinaisons, il n'y en a que 12 qui sont gagnantes, ce qui apparaît très peu. Mais néanmoins, la machine est réglée de telle manière qu'elle redistribue 92% des sommes misées. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année ou à la fin de la journée, eh bien, les joueurs auront récupéré 92% et donc l'exploitant n'aura gagné que 8%. Ça, c'est le réglage optimum, parce qu'on peut les régler. Et c'est là qu'on trouve tout un tas de choses. Alors, par exemple, si on met, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un petit cavalier sur une cloche, eh bien, quand le cran arrive sur la cloche, ça glisse et on ne gagne pas. Donc, la machine qui aurait dû payer ne paye pas. Par contre, il y a un système beaucoup plus sophistiqué. C'est-à-dire, quand les exploitants s'aperçoivent que leur machine, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Alors là, ils font le contraire. Ils mettent un citron payeur, c'est-à-dire qu'ils font faire payer une combinaison qui normalement ne paye pas. C'est-à-dire que le joueur veut jouer, et puis tout d'un coup, il va recevoir 4-5 pièces, alors qu'il n'a pas une solution gagnante. Et automatiquement, le système... Pour l'encourager. Et pour encourager le système de bouche à oreille, c'est-à-dire qu'on se dit les uns les autres aux joueurs, « Ah, celle-là, va sur cette machine, elle marche très bien, on gagne beaucoup. » Et le lendemain, c'est le contraire. On enlève le citron payeur, on met un cavalier, et comme tout le monde vient jouer toute la journée, l'exploitant peut gagner beaucoup, pouvait gagner beaucoup d'argent, puisque c'était des machines entièrement mécaniques, sans électricité, que c'est vraiment des choses complètement oubliées. Alors là, c'est une petite machine sympathique, que je trouve merveilleuse. C'est une... Vous en avez combien chez vous? Ah ben, j'en ai 600. 600, ça fait donc une collection que j'ai commencée en 1963, que j'ai accumulée petit à petit au fil des ans. Puis je me suis intéressé à la législation sur les machines à sous. J'ai découvert qu'elles avaient été interdites d'ailleurs en 1937 en France et en 1910 aux États-Unis. Donc que les fabricants américains devaient exporter en France. J'ai recherché les héritiers de ces fabricants et j'en ai trouvé un qui s'appelait Cléophas Tricard à Rosul-Saint-Amand dans le Nord. Ah oui, c'est un nom merveilleux. Et j'en ai acheté quand même 24 tonnes d'un coup. 3 semi-remorques et demie de machines à sous et de piano mécanique. Alors évidemment, ça fait une dimension à la collection. Alors celle-là, c'est votre petite chérie. Celle-ci, j'aime bien cette petite chérie parce que, voulez-vous connaître l'heure de votre mort? C'est quand même quelque chose. Il fallait déjà tirer. Quelqu'un qui est intéressé, monsieur Farret? Pas du tout. Alors. Non, je vous vois lever la main. Alors on met la pièce de monnaie. Hein. Elle est réglée pour 1 franc. Ça tourne dans un sens, ça tourne dans l'autre. Voilà. Et donc je vais mourir un certain jour à 11h30. Ce qui me rassure, c'est que tout à l'heure, vous avez fait un essai, vous ne mouriez pas à la même heure. Il ne faut pas le faire 2 fois, c'est vraiment le charme. C'est-à-dire, c'est un peu l'inconvénient de cette machine, c'est que pour l'exploitant, on ne peut jouer qu'une fois, parce qu'on ne peut pas avoir plusieurs fois l'heure de sa mort. Et étant donné qu'il n'y a pas évidemment le jour ni l'année, c'est pas bien dangereux, à moins que je m'angoisse tous les jours à 11h30, en disant, est-ce que c'est mon heure? C'est tout. Alors là, il y a une roue de loterie, la roue de loterie des classiques, des forains, qui marchait, alors non pas avec... C'était une balle qui courait à l'intérieur. Bon, je dois dire que les loteries de forains ne sont pratiquement jamais truquées. Hein. C'est des choses simples, je crois qu'il n'y a pas du tout de choses à faire. Alors, il pouvait arriver autrefois, dans l'entre-deux-guerres, que des forains indélicats plombent par exemple une loterie. Bon, plomber une loterie, c'est-à-dire que si on met un petit plomb, évidemment, elle s'arrêtera plus facilement en bas. Et si ici on a un gros lot, eh bien évidemment, on gagnerait le gros lot. Mais si on met le lot le plus faible, on aurait systématiquement, de temps à autre, le lot le plus faible. Bon, mais ça ne se fait plus. On peut également imaginer qu'on peut freiner une roue de loterie pour éviter qu'on gagne le gros lot. Comment on freine une roue de loterie, là hein? Je sais pas, moi je suis pas un professionnel. Mais si, vous ça savez, se fait juste au dernier moment. C'est-à-dire quand juste à la fin, comme ça, on la freine un tout petit peu. Avec la manche. Pour essayer d'éviter, avec la manche ou avec le doigt, pour essayer d'éviter de tomber sur le gros lot. Avec le pied. Avec le pied aussi. Mais je veux dire, c'est des pratiques vraiment antidiluviennes. Les forains sont des gens qui gagnent, je crois, pas beaucoup d'argent et qui n'ont pas eu tout, ni envie, ni de tricher avec ces choses-là. Hein. Monsieur Rollin, vous avez une opinion sur la façon dont ça se passe aujourd'hui, les roues? Oui, bon, je pense que c'est correct. Je pense que l'avantage mathématique, qui doit être d'environ 15 ou 16% en faveur des forains, est suffisant et n'ont pas besoin
de truquer leur roulette. Qu'est-ce qu'on appelle les fêtes votives? Les fêtes votives, ça n'a rien à voir, ce sont des fêtes religieuses. Hein. Oui, mais parce qu'à l'occasion des fêtes votives, on joue... On fait des fêtes foraines, si voilà, vous voulez. Il y a donc une animation foraine à l'occasion des fêtes votives. Bon, il faut dire que, alors si on rentre dans le domaine du jeu, qui dit jeu donne la notion de chance, et qui dit chance, et on cherche les porte-chances. Bon, les porte-chances, c'est par exemple, pour un catholique qui a vu son vœu exaucé, il y aura un ex-voto. C'est une façon de récompenser une certaine forme de la chance, si vous voulez. Et dans les fêtes votives, effectivement, il y avait des fêtes foraines, mais qui n'étaient pas très développées. Le point important, si vous voulez, je crois, dans cette notion de chance, c'est que c'est à l'origine au départ, c'était les augures, simplement. Hein, la chance, il faut la capter. Il faut faire un effort pour avoir de la chance. J'irais même que pour faire quelque chose aussi simple que de gagner la loterie nationale, il faut faire l'effort de se déplacer, d'acheter un billet, de choisir éventuellement le numéro, en fonction de l'âge du capitaine, et suprême effort. Regardez si on a gagné. Car le nombre de gens qui ont gagné des gros lots et qui ne sont pas allés chercher est considérable, et c'est dommage. Il faut croire à sa chance. D'avoir de la chance, c'est déjà croire en soi, si vous voulez. Hein. Considérable, et c'est dommage. Il faut croire à sa chance, d'avoir de la chance, c'est déjà croire en soi, si vous voulez. Hein. D'ailleurs, Pascal avait, il y a une histoire extraordinaire, c'était en 1655, il y avait le chevalier de Néré qui a rencontré Pascal, le mathématicien, qui lui a dit, mais comment, vous êtes mathématicien, mais vous n'y connaissez rien au niveau de la chance. Et ça a donné une idée à Pascal, c'est de relever le défi. Il a donc essayé de mathématiser la chance. Et il en a discuté avec Fermat, qui était un mathématicien toulousain à l'époque, au XVIIe siècle, et c'était là, à l'origine, des premiers calculs de probabilité qui ont donné toute une ouverture tout à fait nouvelle aux mathématiques. Je crois que c'est les côtés très positifs du jeu, justement, hein, ce côté mathématique. Qu'est-ce que c'est, M. Baudot, ce sorte de petit bocal là qui est... Alors, ce petit bocal, c'est lui aussi, c'est un de vos enfants chéris. C'est un de mes enfants chéris. C'était un appareil qui était dans les fêtes foraines et qui était d'ailleurs utilisé encore dans les années 50 au Puce de Montreuil, à Paris. Alors, c'était très simple. On prend des papiers, comme ça, qui sont écrits en blanc, que l'on vend à l'assistance. Le bonimenteur le met là. En fait, ce papier est écrit à l'encre sympathique. Et dans cette grande masse en cuivre, il y a du coton avec de l'ammoniac. L'ammoniac étant chargé de révéler l'encre sympathique. Mais comme c'est lent, il faut 2 ou 3 minutes, eh bien, le bonimenteur, dans l'assistance, commençait à poser des questions au diable. Et alors là, il commence à poser des questions au diable pour savoir, ben justement, ça ne marche plus, voilà, pour savoir si le diable va ou non, eh ben non, le truc a crevé. Alors le diable monte et descend comme un ludion, et alors il dit, est-ce que vous allez faire un voyage? Ah, je crois que le diable va effectivement vous dit que vous allez faire un grand voyage, très très lointain. Est-ce que vous allez recevoir une lettre? Oh non, le diable ne... Et au bout des 3 minutes, c'est révélé, et on donne le papier qui est écrit, alors qu'il pouvait être écrit en anglais, en espagnol, mais en ça, arabe. on ne peut pas parler d'arnaque, là. Ça, c'est pas un arnaque. C'est un divertissement. Disons que c'est un divertissement. Disons que la seule chose de l'arnaque, c'est la bonne aventure. Sauf qu'on prenait de l'argent. Tu n'avais pas vu, nous, quoi. On prenait de l'argent. Monsieur Rollin, par exemple, ça, c'est répréhensible? Ah non, pas du tout. Non. Non, parce qu'il n'y a rien à gagner. Non, mais il y a de l'argent à donner un petit peu quand même. Oui, mais bon, on le donne en parfaite connaissance de cause. Donc, il n'y a pas l'espérance de gain. D'accord. Là où il y a arnaque, c'est quand on fait miroiter l'espérance d'un gain à quelqu'un. Donc, il va jouer dans l'espoir de gagner quelque chose. Là, la bonne aventure, il est évident qu'il n'y a rien à gagner. Bon, on s'est installé à cette petite table avec Gérard Majax et Gérard Faret, parce que tout à l'heure, vous parliez de manipulation. Vous nous avez fait une remarquable démonstration, M. Faret, avec le petit pont. Non, Majax, qui était parti, est revenu un peu furieux, parce que vous avez un peu pris de son rôle ce soir. Complètement. Bon. Mais est-ce qu'on peut en voir maintenant quelques-unes? Oui, c'est-à-dire que je vais vous faire une donne de poker en combinant différentes techniques, mais en utilisant le hasard. Et pour cela, d'abord, je vais vous expliquer ces techniques pour que vous puissiez suivre. Alors, par exemple, je vais vous montrer des faux mélanges. Là, vous avez les piques, les trèfles, les carreaux et les cœurs, mais ils ne sont pas tout à fait dans l'ordre, ça ne fait rien. C'est pour vous montrer que le jeu reste dans le même ordre, alors qu'on donne l'impression de mélanger les cartes. Alors, regardez bien, c'est la tenue américaine, c'est-à-dire que M. Faret, vous l'avez vu tout à l'heure, mélange les cartes de cette manière, parce que dans les casinos et dans les cercles de jeu, on mélange des cartes comme cela. Voilà. Et le jeu est toujours dans le même ordre. Maintenant, il y a une autre façon qui est très, très vieille, qui s'appelle le mélange en queue d'aronde. Alors ça date vraiment de l'époque de Robert Houdin, qui le décrivait déjà dans son livre Tricherie sur les Grecs.
C'est-à-dire que c'est un mélange où aussi on a l'impression de bien rentrer les cartes les unes dans les autres, et pourtant, elles sont toujours dans le même ordre. Une chose très jolie, c'est... Ça vous étonne pas, ça? Oh, bah, non, c'est un manipulateur hors classe. Coupez le jeu. Alors là, le jeu étant coupé, le tricheur ramasse et la coupe à sauter. Ça, c'est un saut de coupe sur table. C'est-à-dire que regardez ce qui se passe. Je vous le montre au ralenti. Regardez, je coupe et au ralenti, voilà ce qui se passe. Quand je reprends le jeu, je fais passer l'un des paquets sous l'autre pour revenir. Mais alors, il existe une autre méthode au bruit. C'est très subtil. Coupez le jeu à nouveau, s'il vous plaît. Voilà. Le tricheur ramasse et juste en faisant ce petit bruit, il a fait sauter la coupe. C'est ce qu'on appelle un saut de coupe au bruit. Regardez ce qui se passe. C'est-à-dire que le jeu est à nouveau dans l'ordre. Je vous le montre à vitesse normale, mais de ce côté. Regardez, as de cœur, 8 de trèfle, hop, tout saute. Voyez, 9 de trèfle, hop, ça revient. Et alors, sur la table, il y a un truc très simple qui est très original. C'est le... Moi, j'ai vu des gens, j'atteste, j'ai vu des gens faire ça, qui n'étaient pas des manipulateurs, à ma connaissance, qui étaient des joueurs de poker, qui allaient d'hôtel en hôtel et qui cherchaient le pigeon. Ils n'ont jamais fait. Tenez, coupez. Je ne sais pas, mais coupez le jeu. Alors là, voilà, par exemple, au ramasser, regardez si c'est subtil. On se sert du jeu comme d'une pelle. C'est-à-dire, je vous montre maintenant au ralenti ce qui se passe. Le jeu a été coupé, le tricheur vient, et c'est très psychologique parce que c'est très simple, et on ramasse comme cela et on revient. Alors, il faut aussi savoir ce qu'est la donne en seconde. La donne en seconde, c'est le filage. L'as de pique est sur le dessus du jeu, et en donnant les cartes, on donne une autre carte, on garde l'as de pique. Ou celle-ci, 10 de pique. Alors bien sûr, avec les lentilles de contact, c'est important de savoir quelle est la carte. Valet de pique, je le vois et je le garde pour moi. Maintenant, il faut vous montrer ce qu'est un empalmage. Un empalmage, c'est si par exemple, au ramasser, il y a deux cartes qui vous intéressent. Par exemple, tenez, 4 et 6 de cœur que je veux garder. Eh bien, je les place dans le jeu, je donne le jeu maintenant, mais je garde les deux cartes, ce qui me permet de les remettre sur le jeu ensuite. Si on veut empalmer une carte, ce qui est un avantage de garder un poker, par exemple, au Gin Rami, regardez, qu'est-ce qui se voit? 5 de trèfle sur le jeu, ça ne se voit pas, je coupe et je vous donne le jeu à mélanger, mais en réalité, je garde la carte. Oui. Mais alors Gérard Farré dit qu'en vous tapant sur la main, ça se voit, non? C'est pas ce que vous dites? Mais pas pour moi, mais non, il parlait d'amateur. Alors, maintenant, je vais vous faire une donne de poker. Regardez ce qui se passe. Je mélange le jeu vraiment normalement. Et je vais demander à M. Farré de bien vouloir donner les cartes. Par exemple, si on avait ceci sur la table, moi je vais maintenant essayer de faire une combinaison. J'ai 2-3, j'ai intérêt à mettre celui-ci pour avoir un brelan. Et par exemple, bon, je vais faire mes petites combinaisons devant vous, c'est-à-dire un coup de faux mélange, donne en seconde, saut de coupe. Mais d'abord, il faut qu'il y ait un vrai mélange et que M. Farré fasse une vraie donne. Mélangez si vous voulez. Là, c'est vraiment l'instant de vérité. Il n'est pas complice, nous ne sommes pas complices. Absolument pas. Alors, vous voyez, c'est un vrai mélange. Alain Jérôme, coupez s'il vous plaît, vous n'êtes pas non plus complice, vers M. Farré, très bien, rétablissez la coupe. Combien de joueurs voulez-vous? 4 joueurs. Je ne touche à rien pour l'instant, c'est après que je vais toucher. Pour l'instant, c'est vous qui me donnez les cartes. Alors, une carte pour moi, une pour Alain, une pour Armand Jameau, le producteur de l'émission quand même, qu'on va faire jouer à distance. Très bien, vous savez jouer un petit peu. Un petit peu, mais très bien. Je ne sais pas si je jouerai avec vous. Bon, alors maintenant, regardez vos cartes, s'il vous plaît, retournez-les. Je peux vous demander, M. Farré, de prendre celle de M. Jérôme et faites-les voir, que tout le monde les voit. Étalez-les sur la table, Alain. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une couleur, presque. Oui, mais oui. Ah, vous pouvez chercher en tout cas la couleur. Oui. Et vous? À celle-ci près, oui. Oui, non, là, par exemple, il y a... une quinte. Oui. Et vous, vous êtes bien servi, dites donc, hein, là. Non, moi, je peux n'avoir qu'une quinte également. Oui, c'est pas mal. Et moi, je n'ai pas encore vu ce que vous m'avez donné. Alors, comme c'est vous qui avez distribué, je vais avoir le plaisir de les retourner en même temps que vous pour voir. Ah, attendez. Quinte flush. Eh bien, une quinte floche la royale. Ce qui veut dire, cher Alain Jérôme, que je voulais vous démontrer qu'un tricheur triche toujours quand c'est quelqu'un d'autre qui distribue. Et le tricheur paraît un joueur malchanceux. C'est une grande démonstration dont il faut se souvenir. Il faut se méfier de ceux qui perdent toujours. C'est vous qui lui avez donné ce jeu-là. Et merci parce que vous m'avez très bien servi. Alors, je jouerai avec vous volontiers n'importe quand. Hein. Alors là, on peut devenir associé. Monsieur Dreher, vous ne jouez pas, vous, au poker, j'espère? Non, je ne sais même pas jouer au poker. Ou quoi? Je ne sais même pas jouer. Je ne connais pas la règle. Ah bon, j'ai jamais voulu apprendre. Tant mieux pour vous, parce que vous avez vu ce qui arrive, là. Ouais. Par contre, je veux bien le prendre au billard, monsieur. Bah, jouez-vous un petit peu, non? Ah non, moi je joue pas, j'observe. J'observe malheureusement une fois de plus. Vous avez vu ce qui s'est passé, là? On confond le jeu et le music hall.
C'est un peu dommage. Mais ça peut se passer comme ça quand même. Mais non, ça ne peut pas se passer comme ça. Et pourquoi donc? Parce que le jeu, comme la triche, est une vie. La vie de Gérard Majac, c'est celle d'un artiste de variété. Il fait donc un numéro d'artiste de variété. Non, attendez. Attendez. Non, je continue quand même. Oui, mais vous voyez tout concentré en une... Mais non, ce que je voudrais dire quand même, je garde précieusement la parole. Ce que je voudrais dire, vous citiez Houdin tout à l'heure. Mais Houdin, grand magicien du siècle dernier. À l'époque où les magiciens étaient à la mode, Houdin, dans le livre que vous citiez, est tout d'un coup affolé parce qu'il rencontre un grec. Il s'est dit, c'est impossible, ce mec connaît les mêmes trucs que moi, il a cette espèce de capacité de manipulation, mais en plus, il a autre chose. Il a le jeu du jeu, il sait rentrer dans une partie, il sait ce que c'est que le jeu quand même. Je veux dire qu'on ne peut pas être un bon tricheur si on n'est pas un bon joueur. Oui. Bon, et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Là, on est en train de montrer aux téléspectateurs des manips, des objets. Bon, ces objets dont vous parlez tout à l'heure, mais ils étaient en vente libre déjà au siècle dernier, aux États-Unis. On trouvait des manuels de la triche, on trouvait les fameuses petites glaces au fond des pipes avec lesquelles on pouvait lire les cartes. On trouvait déjà tout. Un vrai tricheur, et vous venez de le dire, c'est effectivement quelqu'un qu'on ne repère pas comme tricheur. Donc il y a non seulement un travail technique, mais il y a un travail psychologique. Et le travail psychologique, c'est de savoir à un certain moment bien s'insérer, tout à la fois dans un groupe de joueurs, et aussi bien s'insérer dans la société, parce qu'il y a des sociétés qui tolèrent plus ou moins bien le jeu et donc la triche. On parlait tout à l'heure des chevaliers d'industrie du XVIIIe siècle. Mais ce sont des gens qui trichent et on est fiers de ces gens qui trichent parce qu'ils ont ces capacités que vous avez. À l'époque, c'est très bien de savoir empalmer, d'avoir une agilité des doigts. Les gens applaudissent. Un siècle après, c'est plus tout à fait le cas. Quand Guitry écrit son bouquin Mémoire d'un tricheur, on n'aime déjà plus trop les gens qui manipulent. Guitry le dit bien. Guitry dit qu'il n'a jamais triché sous un visage d'emprunt. Il a toujours triché sous son vrai visage. C'est-à-dire qu'il rentre dans un casino, il rentre dans un cercle, il est grimé, il monte une manip. Puis en fait, quand il va tricher, c'est sous son vrai visage. Donc c'est un jeu du jeu. Et ça, je trouve ça un peu dommage qu'on parle pas de ça. Parce qu'on aurait pu en parler par rapport au film. Quand même, attendez, Alain. Oui, je voudrais répondre à monsieur. Attendez, 30 secondes. Vous dites, on confond musical et triche. Et jeu, si vous voulez. Est-ce que M. Farret dit non? Il dit, moi, ça fait nombre de parties de poker auxquelles j'ai participé, je reconnais le tricheur, il ne peut pas durer longtemps. D'abord, dans votre livre, vous dites qu'il faut jamais jouer avec des étrangers, il faut jouer avec des gens qu'on connaît. Il y a très peu de tricheurs, en fait. Il y a très peu de tricheurs professionnels au poker. Je dis qu'il y a des grands joueurs qui, de temps en temps, parce qu'ils sont professionnels, et qui dit professionnel dit qui doit gagner sa vie. Donc ils ont la tentation effectivement d'arranger le jeu, mais je veux dire que le jeu on l'arrange pas techniquement, vous le savez aussi bien que moi, le jeu on l'arrange plutôt quand on piège un pigeon, on l'arrange plutôt psychologique, on n'a pas besoin de tout cet arsenal en fait. Vous savez très bien qu'un tricheur n'a pas besoin de ces petits trucs techniques, ces gadgets dont vous parlez tout à l'heure. À la limite, si un tricheur a besoin de savoir dévider les cartes, mais à la limite, n'importe quel joueur sait faire ce que vous faites. N'importe quel joueur sait s'amuser avec les cartes. Vous le faites très bien. Ça, c'est vrai, vous le faites très bien. C'est pas le problème. Maintenant, je voudrais répondre quand même à Alain. Monsieur est en train de dire des choses de parler de choses qu'il ne connaît pas. Il dépasse sa pensée, peut-être. Non, mais monsieur, écoutez, vous parlez là en observateur de joueurs ou de tricheurs, mais on voit que vous ne connaissez pas de tricheurs aujourd'hui. Vous êtes en train de parler d'une façon littéraire des tricheurs, de ce qui existe autrefois. Ces lentilles de contact à filtre, vous croyez que je les ai eues où? Mais on les a à Las Vegas aujourd'hui. On les a à Las Vegas aujourd'hui. Elles sont achetables parfaitement. Vous savez où? Absolument pas pour le moment, j'ai un carnet d'adresse à la maison. Non, si vous avez le carnet d'adresse sur vous, c'est parfait. On les achetait déjà au 19e siècle. Mais non, monsieur, pas de lentilles de contact au 19e siècle. Non, pas de lentilles de contact, mais les petites glaces au fond des pipes, enfin dans n'importe quel manuel, vous les trouvez. On parle de ça, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, s'il y a un tricheur devant vous sophistiqué, comment pouvez-vous dire ce n'est pas vrai puisque vous ne pouvez pas le détecter? Pour la bonne et simple raison que vous avez dit, juste à la fin de votre précédente prestation, qu'effectivement le tricheur se débrouille justement pour faire gagner quelqu'un d'autre et ne pas paraître pour gagner trop. Donc c'est bien de la psychologie et non pas uniquement la technique. Mais oui, mais c'est pas vous qui pourrez détecter ce que je voudrais savoir. Oui, moi je n'êtes pas joueur, donc vous ne jouez pas. Je vais essayer de vous départager. Je vais essayer de vous départager. J'ai là le livre de M. Delannoy. Avec M. Pichol. Avec M. Pichol, son co-auteur, bien entendu. N'oublions pas M. Pichol. Michel Pichol, co-auteur. Voilà. Alors, la triche et les tricheurs.
J'ouvre ici à la page 154 et précédente, bon, dans la page 151. Les dés, 6 faces et 1000 tours. Et là, il y a à peu près une dizaine de pages. Je vais vous les montrer. Voilà, on va prendre cette caméra-là, par exemple. Et Monsieur Delannoy, vous décrivez, on voit les croquis, vous décrivez les triches possibles avec les dés. Donc là, on change de jeu, mais on parle toujours de triche, d'arnaque. Mais absolument, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas tricher 10 fois de suite avec les techniques de Majax. Je voudrais que Majax, justement, nous montre ce qu'on peut faire avec des dés, puisque vous, là, sur ce point, vous allez vous retrouver. Oui, non, mais je vais aller vous les chercher, je les ai laissés sur le côté. Je vais vous les montrer tout à l'heure. Il faut aller tout de suite les chercher, parce qu'après, fini l'émission. Mais je veux seulement dire que monsieur a tort de dire que c'est une démonstration musicale, parce qu'un vrai tricheur n'utilise qu'une manipulation. Absolument. Et dans un contexte que j'ai dit. D'accord. Ce n'est pas des trucs de musique, ce sont des trucs de tricherie, mais présentés tout d'un coup, ça fait numéro. C'est bien ce que je dis. Vous avez Je regrette un peu qu'on présente des choses comme ça. Parce qu'effectivement, la triche, c'est pas uniquement se servir d'artifices techniques, c'est aussi savoir placer ces artifices techniques au bon moment. Et vous reconnaissez comme moi, un tricheur ne peut pas par définition tricher avec les mêmes personnes 10 fois de suite. Il faut qu'il change et d'équipe et de ville. 30 secondes. SVP que nous avons un petit peu abandonné depuis tout à l'heure. Pardon, Laure Baudouin. Il n'y a pas de mal, Alain Jérôme. Ça va si vite ici qu'on n'arrive pas à suivre. Non, il n'y a pas de mal. Tout d'abord, eh bien, cette émission rend très triste un téléspectateur de Grenoble. Il nous dit « Cette émission me porte préjudice, elle n'aurait pas dû avoir lieu, on ne doit pas dévoiler les trucs des jeux. La seule chose, à profession, il y a marqué « tricheur professionnel ». Un ancien chef de chantier nous dit « Le seul jeu honnête est la passe anglaise. Tous les autres sont truqués. C'est un ancien joueur qui vous le dit. » Un ouvrier nous dit « Pouvez-vous nous montrer à l'écran comment cela se passe avec les cartes biseautées ?» Et ça, Gérard Majax ne nous en a pas parlé. Maintenant, je voudrais poser deux questions, l'une à M. Bourrez et Dreher. Un commerçant nous dit « J'ai déjà perdu 20 millions de centimes au billard français, mais je continue à jouer. » Alors au début de l'émission, ils nous ont dit qu'on ne jouait pas d'argent. La deuxième question s'adresse à M. Rollin, qui nous a dit que dans les casinos, le contrôle des machines à sous était assuré. Mais peut-on savoir comment ce contrôle des machines à sous est assuré? Bon, alors M. Rollin, d'abord. Vous avez entendu la question, comment est-ce que vous assurez en même temps le contrôle des machines à sous? Dans les casinos, bien sûr. Par une présence régulière, surveillance. Et vigilante. Et vigilance. Et non, ensuite, mais techniquement. Et ensuite, enfin techniquement c'est difficile parce que bon, il est évident que nous ne sommes pas des techniciens, hein, ni des électroniciens. Et donc on travaille sur renseignement. On analyse les compteurs des machines, il y a des cahiers, enfin, il y a une étude qui est faite par ordinateur. Et dès qu'on a un doute, on peut saisir la société Veritas qui peut nous prêter son concours pour vérifier si les machines sont trafiquées ou pas. Là, vous parlez essentiellement des bandits manchots qu'on trouve dans les casinos français, voilà, qui sont autorisés depuis relativement peu de temps. Voilà. Et là, vous m'avez dit, en principe, ils sont... tout va bien, en principe. Tout va bien jusqu'à ce qu'on découvre une affaire qui nous fera remonter sur une arnaque. Et bon, le problème de la police, c'est qu'on est toujours à la remorque des tricheurs, parce qu'eux passent leur temps à inventer des tricheries, des techniques nouvelles, et nous, pour l'instant, vous n'avez rien quand elles sont décelé. portées à notre connaissance, on travaille. Non. Ce sont les tricheurs côté joueurs à ce moment-là, ce n'est pas côté des casinos. Les casinos ne trichent pas avec les machines à sous. Les casinos ne trichent pas. Ils peuvent à la rigueur faire un petit réglage des machines, peut-être, mais c'est plutôt les joueurs qui essaient de tricher avec les machines pour améliorer leur gain. Ça peut être les tricheurs, comme ça peut être les gens qui ont accès au terminal. C'est pas les joueurs. Donc c'est l'enquête a posteriori qui pourra démontrer s'il y a une tricherie ou pas. Enfin, pour le moment, il n'y a pas eu encore d'affaire. Alors, petite démonstration, oui, à propos où là vous allez vous retrouver, M. Delannoy et Gérard Majax, puisque c'est ce que vous dénoncez dans votre livre. Les dés, mais on va voir concrètement comment les choses se passent. Placez-les dans le gobelet, remuez, et jetez-les en renversant. Qu'est-ce que vous obtenez? 6, 2, 1. Oui, c'est pas mal. Encore une fois, mais comme ça nettement, retournez. Oui, pour pas qu'ils s'écartent, pour qu'on voit bien, voilà. 5, 4, 2. 5, 4, 2, oui. Bon, oui, bon. Moi, j'obtiens 5, 4, 2 encore, c'est un hasard. Mais si je veux avoir 4, 21,
sont des dés truqués au mercure. C'est-à-dire qu'il suffit que je les tienne comme cela un instant, et la chaleur fait descendre le mercure, et là, regardez ce qui se passe. 4,21, immédiatement. Ça, c'est très intéressant. Ils sont arrivés à truquer des dés transparents. C'est-à-dire que, vous voyez, si je veux avoir avec ces dés qui sont des dés qu'on vend dans les casinos qui sont complètement transparents, la même chose. D'ailleurs, on ne joue plus avec des dés opaques, comme ça. Gérard. On ne joue plus avec des dés opaques. Ah non, on joue avec des dés comme cela, pensant qu'ils ne sont pas truqués. Vous voyez, 2, 2, 3. Et moi, je Laissez jouer Monsieur Baudot. Encore, oui. Oui, ça l'amuse bien. Voilà. Profite. 5-5-2. 5-5-2. Et moi, je vais essayer d'obtenir donc des As. Et moi, je joue pas alors. C'est jaloux. Voilà, 2 As 4. Ouais. Immédiatement. Là, c'est en chauffant aussi ou... Ah non, ça c'est un contrôle électromagnétique, mais il ne faut pas tout dire parce que... D'accord, monsieur Delannoy. Ah oui, non, mais je suis parfaitement d'accord sur les techniques. Hein. Je dis que le problème, c'est de savoir utiliser les techniques au moment adéquat. C'est tout. Ah, c'est un peu différent de ce que vous disiez tout à l'heure. La question que je me pose, moi, sur le plan psychologique, c'est que quand même, quelqu'un qui passe son temps à perdre, bon, à part le joueur de billard qui perd 20 millions, qui continue... Oui, on va poser la question à monsieur Delannoy. Alors, ou bien l'état d'esprit du joueur n'est pas de gagner, mais c'est de perdre le plus longtemps possible. Ça, c'est un aspect aussi de la question. Mais sinon, quelqu'un qui perd trop fréquemment, que ce soit au poker ou ailleurs, bon, ben, à ce moment-là, ou bien il diminue ses parties au niveau de l'enjeu, ou bien il se retire de la compétition, si je peux dire. Parce que, ou alors il est un gogo. Les masochistes. Hein, ou les masochistes, d'accord. En fait, donc il y a un trait de caractère dominant qui fait que l'arnaque devient quelque chose de normal avec lui, puisqu'il veut perdre, si je peux dire. Monsieur Dreher, vous avez entendu cette affirmation, j'ai perdu 20 millions au billard français. Oui, je dois vous dire, M. Jérôme, que heureusement que j'étais assis parce que je ne sais pas dans quelle position je serais maintenant. J'ai vu Bourrez réagir violemment. Georges Bourrez, approchez-vous, mettez-vous, venez dans la lumière près de votre billard favori. Ça vous rend tout chaud, ça? C'est vraiment une affirmation vraisemblable. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. S'il a attendu de perdre 20 millions pour comprendre qu'il fallait arrêter de faire des parties intéressées, moi, je ne cache pas que cet homme, s'il venait jouer à l'Académie de billard qui est avenue Wagram, d'abord, il se verrait la porte interdite par la suite. C'est-à-dire que c'est un client qui viendra une fois, mais pas 2 fois. Mais quand on perd 20 millions, à mon avis, c'est un bon pigeon qui aime être plumé automatiquement. Parce que s'il n'a pas compris à ce jour, ça peut aller encore plus loin, alors. Alors, ce qu'on ne comprend pas non plus toujours, et on en a parlé tout à l'heure les uns les autres, là, et vous disiez, monsieur Rollin, que c'était tout à fait interdit sur la voie publique, c'est le bonneteau, par exemple. Hein. C'est un jeu d'adresse, quand même. Il y a une partie de jeu d'adresse, et puis... Alors, soit l'un, soit l'autre. Non, mais comment de toute façon, le bonneteau, c'est un jeu de hasard sur la voie publique, donc il est déjà réprimé. Et comme il y a des manœuvres frauduleuses, c'est une organisation de joueurs avec des barons, enfin pour appâter le pigeon. Les barons, c'est des gens qui sont des complices. C'est considéré, quand on amène l'affaire et qu'on trouve bien que c'est une organisation, c'est considéré par les tribunaux comme une escroquerie et réprimé par l'article 405 du Code pénal. Alors, Jacques, qui a longtemps fréquenté la voie publique, on a... Vous savez toute ma vie privée. Regardez, on va jouer au bonneteau avec le caméraman. Parce que moi, j'adore les joueurs de bonneteau, je les admire beaucoup, j'espère que ça restera toujours, et on va le transformer en jeu d'adresse tout à fait permis par la loi. 2 noirs, une rouge. Alors, caméraman, la rouge est là c'est une noire. Où est la rouge? Je veux dire au milieu. Au milieu. Eh bien, c'est exact. Mais vous m'êtes sympathique, je parie avec vous juste 1 franc pour de rire, puisqu'on ne joue pas d'argent sérieusement. La rouge est toujours au milieu. Ici, nous avons une noire pour 1 franc. C'est facile. Où est la rouge? Il me semble toujours qu'elle est au milieu. Oh, au milieu, non. Quel dommage. Attendez, je vais recommencer parce que je crois que vous n'avez pas suivi. Rouge, c'est ça, hein, le cœur. D'accord? Je recommence. Regardez bien. La rouge est là. Toujours au milieu. Ici, nous avons une noire, mais vous oubliez ce mouvement. Toujours au milieu? À gauche. À gauche, celle-ci? Non, à gauche. À l'autre? Non. Mais je vais vous dire pourquoi vous ne pouvez pas gagner. C'est là que les joueurs de bonneteau sont formidables, parce que c'est magique. Là, c'est une noire, une deuxième, une troisième noire. Et bien entendu, si je souffle sur les cartes, j'obtiens en 1 seconde une rouge, une deuxième rouge et une troisième rouge. Et les 3 cartes sont normales, 2 noires et une rouge. Mais alors, vraiment, je crois que les gens qui jouent avec les joueurs de bonneteau, ils sont formidables parce qu'ils veulent piéger les joueurs. Et ils ont raison, c'est possible de gagner, bien sûr. Extraordinaire. Bah, c'est tout. Bah oui, le caméraman me doit de l'argent, en fait. On verra après l'émission. Hein. Ah oui, oui, oui. J'espère que je joue à la machine à sous. C'est tout à fait interdit, cette affaire-là. Hein, c'est tout à fait interdit. De 2 façons, soit un jeu de hasard sur la voie publique, et de toute façon, c'est interdit. Et s'il est prouvé qu'il y a une organisation avec des barons, des rabatteurs et tout ça, c'est considéré
Et c'est considéré comme une escroquerie. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Avec des peines de Les 1 à 5 barons et ans. tout étaient là, en fait. Hein. Ah, les Cette barons, partie de Bento, les barons, c'est Antenne 2, en fait. Les barons d'Antenne 2, Bah, les oui, barons c'est bien d'Antenne connu. 2, c'est bien connu, Bien entendu. Donc, faut que vous suiviez. Il fallait la faire. Merci de l'avoir faite. C'est très gentil à vous. D'ailleurs, toute cette partie clandestine a été organisée par un des barons d'Antenne 2 qui n'est autre qu'Armand Jameau. Monsieur Rollin, prenez vos dispositions. Il est en régie. Vous pouvez encore faire office. On parlait de jeu d'adresse tout à l'heure, monsieur Bourrez. Vous avez disposé, là, sur le billard, des verres, des flûtes à champagne. Puis il y a des boules tout autour. Et vous avez besoin d'une aide, d'une assistance? Oui, j'ai besoin des services de Gérard Majax. Est-ce que Gérard Majax aurait la gentillesse de prêter son concours à cette œuvre charitable? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tiens juste la queue de billard. Voilà, vous allez voir. Hein, on va terminer l'émission et comme moi, voilà. sur une démonstration d'adresse Comme ça, réalisée par Georges Bourrez, qui n'a qu'un lointain rapport avec le billard, à ceci près que ça joue sur le côté du billard et avec des boules de billard. Je sais que c'est pas évident. Mais vous allez voir que on ne compte pas et ça ne fait pas partie des figures imposées. Je connais Georges. Gérard s'inquiète parce qu'il se... Oui, parce que je connais Georges depuis longtemps, il m'a jamais demandé ça, et moi qui suis très maladroit en dehors de mes trucs, dans la vie, je suis très inquiet. Est-ce que nos amis caméramans sont prêts? Parce que ça va très vite. Oui. Attendez, Georges, 30 secondes, est-ce que tout le monde est bien en place? Ça a l'air? Comme ça. Oui. Parfait. Là, c'est bien. Comme ça? Parfait. Voilà. Alors, quand vous voulez. Et voilà. Et ben voilà. Bravo. Je peux bouger. Félicitations. Alors, pour tout savoir sur le billard, eh bien, il suffit de regarder, de visionner cette cassette, qui est une cassette qui s'intitule Tout sur le billard, qui est signée de Georges Bourreg. Il vous fait toutes sortes de démonstrations. On peut apprendre en combien de leçons à jouer mieux au billard? Ben, la cassette, une vingtaine de leçons. Là, la durée est d'1h33, la cassette. Majax, lui, a fait une cassette, et comme c'est un illusionniste, il n'y en a pas à l'intérieur. Ah, elle était voleur, il m'a piqué ma cassette. Oui, il a piqué sa cassette. Alors en fait, il y a marqué tricher aux cartes, mais si on regarde en dessous, c'est déjouer les pièges du poker. Voilà. Et puis, Monsieur Delannoy, oui, avec Michel Picole, oui, vous avez écrit, c'est un vieux livre, mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses sur les dés, sur l'empalmage, etc., la triche et les tricheurs. Un livre de Monsieur Baudot, 600 pièces de collection à votre actif. 600 machines à sous. Qui j'espère vont se terminer dans un musée de la chance prochainement, l'année prochaine. Je vous le souhaite. Je vous rappelle, Monsieur Rollin, que Majax va vous donner quelques pièces pour le musée de la police. Et enfin, un très beau livre sur la Mecque des joueurs, Las Vegas, qui est un livre de Gilles Lotte et de Patrick Mahé. Voilà, c'est un beau cadeau de Noël pour ceux qui aiment le jeu et les joueurs. Et je vous propose maintenant de nous quitter en regardant, je ne sais plus où est la caméra, il y en a une en face de moi. On va avoir la parole, monsieur. Oh, monsieur, c'est trop tard maintenant. Merci en tout cas à tous nos invités. Et merci à vous de nous avoir prêté attention. Je vous laisse en compagnie de nos amis de la rédaction pour les dernières nouvelles. Et puisque nous ne nous reverrons pas avant le mois de janvier, permettez-moi de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt. Bonsoir. Bijoux Altesse, plaqué d'or 18 carats. Schmitt France présente Record, Victoire, Sensation. Plus haut, plus fort, plus loin. Le plus, le plus, le plus. Cet homme est en train de battre le record mondial de durée sous la douche. Guinness des records, un jeu plein de questions et de réponses sur les records.
Guinness des records, un jeu Schmidt France. Hors des siècles, hors du temps, l'esprit médite, l'âme chante. Chant grégorien, le chant du silence, le disque des plus beaux chants grégoriens. Quand le style et l'élégance du passé rencontrent les derniers raffinements du futur, alors le présent a quelque chose d'éternel. Le Duofold de Parker. Isatis de Givenchy. En affaires, il y a ceux qui donnent les coups et ceux qui les reçoivent. Commodore, deuxième constructeur mondial, conçoit ses micro-ordinateurs comme des armes pour que vous soyez inattaquables. Commodore, on ne gagne pas une guerre avec de bons sentiments. Son papa et sa maman ont décidé de l'appeler Amélie. C'est joli pour une fille, mais... Son papa et sa maman la destinent à une grande carrière d'avocate. Il sera comédien. Son papa et sa maman ont tout fait pour qu'elle soit sagittaire. Mais dans quelques heures, il sera scorpion. Si seulement on pouvait compter sur tout comme sur une golf. Vous avez choisi votre cadeau? Pour le recevoir, accumulez des points sur 3615 beaux cadeaux. Le meilleur du homard, ce n'est pas la tête, ni les pinces, ni la queue, c'est la bisque de Liebig. Bisque de homard Liebig, ce que le homard fait de mieux. Oh non, elle va me nettoyer, elle va encore pleurer. Quoi? Des Cap-Four formule bien-être sans soude caustique. Tiens, elle ne pleure pas, elle ne tousse pas, elle sourit même. Voilà, mon chéri. Des Cap-Four formule bien-être? Ne restez pas en froid avec votre four. Energy. Mais je cette toi qui m'a 1990, l'année de François Feldman. Maintenant que deviennent les valses deviennent, faut pas pleurer. Le plus fort. Une présence, l'album de tous les succès de François Feldman. Un Rabanne pour homme. Pour gagner au tapis vert, il fallait jouer ce soir le 10 de pique, le valet de cœur, le 9 de carreau et le 9 de trèfle. Très bonne fin de soirée sur Antenne 2. Leur fait quoi? Avez-vous déjà vu une flaque de sang sous la lune? Il faut débarrasser la planète de cette ordure. Un flic doué de pouvoirs exceptionnels traque l'assassin de la pleine lune. Une vertigineuse descente aux enfers dans le psychisme d'un inconnu qui lui ressemble. Le sixième sens, jeudi sur Antenne 2. Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus. Les Inconnus ont choisi Antenne 2 pour annoncer leur grand retour au Théâtre de Paris avec énergie. Répétez les questions. C'est ça que je vous dis par exemple, Laurel et... Vous répondez, ah oui, plus de Robert que Radford. C'est fini. Stéphanie Lamoureux. Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Légitimus. Les Inconnus au Théâtre de Paris et prochainement sur Antenne 2. J'embrasse Océborade. Isabelle a les yeux bleus, bleus les yeux.
Et bien voilà, notre soirée sur Antenne 2 n'est pas encore achevée, puisque dans une quinzaine de minutes maintenant, nous allons retrouver Daniel Casal, Lionel Chamoulot et Jean-Paul Lotte pour le résumé de la première journée de la Coupe du Grand Chelem, une coupe qui réunit 16 des plus grands